TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le président gabonais Ali Bongo Dimba était en visite d'amitié et de travail ce mercredi au Togo. Arrivé sur invitation de son homologue togolais Faure Essozimna Gnazingbe, le chef d'État gabonais a mené plusieurs activités aux côtés du président de la République Faure Gnazingbe. Et puis les experts de la finance sont encore dans la capitale togolaise pour un autre forum. Il porte sur la titrisation. De quoi s'agit-il et quel est son intérêt? Eh bien, vous le découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Visite d'amitié donc et de travail au Togo du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il est arrivé ce mercredi à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema, accueilli par son homologue togolais Faure Essozimna Gnazingbe. Je vous propose de suivre donc les images de l'arrivée du chef d'État gabonais. Vous suivez donc là l'arrivée du président gabonais en terre togolaise et c'était ce mercredi. Voilà donc l'arrivée du président gabonais au Togo ce mercredi, donc pour une visite d'amitié et de travail sur invitation de son homologue togolais Faure Essozimna Gnazingbe. Et nous reviendrons nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions sur les différentes étapes de cette visite du président gabonais en terre togolaise. Donc voilà donc ce qu'on pouvait noter donc de cette actualité, la visite du président gabonais en terre togolaise. Et toujours inscrit dans l'agenda donc du chef de l'État ce mercredi, ces deux audiences. D'abord, la première accordée à Dr Patrick Njoroge, gouverneur de la Banque centrale du Kenya. Les échanges avec le président de la République ont porté sur les finances en Afrique, la nécessité d'œuvrer ensemble pour une Afrique stable et les liens de coopération bilatérale entre le Kenya et le Togo. Il est à noter donc que le gouverneur de la Banque centrale du Kenya était à Lomé où il a participé donc au sommet sur l'industrie financière en Afrique, AFIS. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. The purpose of my visit to Lomé, Togo was attending the African Financial Industry Summit, and which was very successful. It was hosted by Togo and also the IFC, the International Financial Corporation. And it was very successful because it brings all the industry together, the financial industry. So you have, for instance, the private sector, the banks, etc. You also have the public sector, central bankers, etc. All the people involved in the financial industry in Africa. The financial industry is very important if we are going to become the Africa that we need to become. First, in terms of expanding our trade and linkages, but also looking forward to 2021, 2031, as the president has insisted on a year where we are bringing together the diaspora and also everybody in Africa. So the financial sector is key on that. And those are the things that we were discussing.
Et la seconde audience a également été accordée à un autre participant au sommet sur l'industrie financière en Afrique. Il s'agit donc du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassy-Brou, qui a été donc reçu par le chef de l'État ce mercredi. Le gouverneur de la BCEAO est allé exprimer sa reconnaissance au président de la République pour son soutien lors de sa nomination en tant que gouverneur de la BCEAO et surtout le féliciter donc le chef de l'État pour la réussite de ce sommet à Fils à Lomé. Nous écoutons le gouverneur de la BCEAO au micro de Ramdan Bassina. Nous avons été effectivement reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons d'abord présenté nos condoléances pour toutes les attaques terroristes qui se sont déroulées notamment dans le nord du pays, donc pour toutes les pertes en vies humaines et puis aussi souhaiter un rétablissement à tous les blessés. Et nous avons aussi profité de cette audience pour remercier le chef de l'État pour le soutien pour notre nomination en tant que gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous l'avons également félicité pour le sommet sur la finance qui s'est tenu à Lomé. Et aujourd'hui, Lomé est vraiment une place financière. C'est la place financière de l'Afrique avec ce sommet et qui a été un véritable succès parce que nous avons eu la participation de plusieurs gouverneurs de banques centrales, pratiquement un grand nombre d'opérateurs bancaires, d'opérateurs financiers, d'intervenants sur les différents secteurs financiers. Et donc, ça a permis d'avoir des échanges ouverts, des échanges fructueux. Et ça a permis également de pouvoir vraiment mettre le cap sur le futur et faire en sorte que le secteur financier puisse effectivement contribuer, il le fait déjà, mais renforcer sa contribution à la croissance économique à travers un financement sain, une stabilité dans le secteur financier. Donc je crois que, comme je l'ai dit, ça a été aujourd'hui, ces 2 jours, une grande rencontre qui fait de Lomé vraiment la place financière du continent, puisqu'on avait des participants venus d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale et ainsi de suite. Bien entendu, nous avons aussi profité de cette audience pour prendre les conseils du président de la République sur la Banque centrale, les actions à mener. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont des défis qui sont bien connus. Nous avons une inflation élevée dans la région et donc la Banque centrale joue sa part en tant qu'institut d'émission pour la gestion de cette crise inflationniste, pour faire en sorte que nous puissions progressivement faire baisser l'inflation et maintenir la stabilité macroéconomique, monétaire et macroéconomique dans notre région. Voilà donc le gouverneur de la BCEAO qui a participé donc au sommet sur l'industrie financière en Afrique à Fils, sommet ouvert donc lundi à Lomé. Et les échanges de ce deuxième sommet de seconde édition les échanges ont pris fin hier mardi et la rencontre s'est révélée concluante pour les participants et c'était l'occasion pour beaucoup d'entre eux de rencontrer de nouveaux partenaires et tous ont quitté Lomé sur une note de satisfaction. Les réactions donc dans ce sujet signé Ekwi Salah. Au milieu des stands, ça discute entre banquiers, financiers et investisseurs. Le B2B s'avère concluant pour nombre d'entre eux. C'est le cas pour le directeur général de la branche Sénégal de Bank of Africa. Il vient d'avoir un échange fructueux avec ses partenaires. C'est une formidable occasion de rencontrer des partenaires de l'industrie bancaire. Vous savez que l'industrie bancaire, l'industrie financière, il y a différents compartiments. Capital investissement, les banques, les fintech, le mobile, etc. Donc là, nous venons de rencontrer un partenaire qui est dans les moyens de paiement. Et ça a été l'occasion de discuter un certain nombre de chantiers que nous voulons lancer. Et nous avons pris rendez-vous pour approfondir et valider un certain nombre de chantiers sur lesquels nous souhaitons travailler. Idem pour bien de participants au sommet AFIS 2022. Certains se sont enrichis au cours des 2 jours des expériences. D'autres ont réussi à nouer de nouveaux partenariats d'affaires. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin
témoigne des acquis de la rencontre. Cette occasion a permis à la Caisse de dépôt de comprendre comment s'insérer dans cet environnement. Ça a permis également de rencontrer des partenaires avec qui nous avons échangé, au-delà de la finance, pour voir de façon concrète comment nouer des partenariats et contribuer au financement des petites et moyennes entreprises qui constituent aujourd'hui le nœud du développement de nos pays en Afrique. On a pu rencontrer des acteurs avec qui on va continuer les discussions au-delà de ce séminaire et de ces échanges. Donc oui, c'est une occasion en fait de pouvoir rencontrer des partenaires et c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc satisfait de cette participation. C'est une première pour moi et on est très fiers d'être là. Nous sommes ici principalement pour reconnecter avec de nombreux clients et je dois dire qu'on est fortement impressionné par AFIS avec l'organisation qui est vraiment très bien faite. Et voilà, on se réjouit de pouvoir rencontrer tout le monde ici et on espère de ressortir aussi quelques affaires et pouvoir compléter des transactions avec des banques de la région et de la zone UEMOA. Chacun des participants repart donc de Lomé satisfait des échanges. Leur souhait reste la mise en application des conclusions de la rencontre. Des conclusions qui devront aider à transformer l'économie du continent africain. Et il est également question d'économie ou de finances durant le forum, la première édition du Forum africain sur la titrisation en zone UEMOA, forum ouvert depuis ce matin à Lomé. Et cette rencontre a pour ambition de sensibiliser les acteurs du monde financier sur le rôle et l'importance de la titrisation. C'est une pratique financière qui permet aux sociétés de financement de lever de nouveaux capitaux à des taux plus abordables que ceux offerts par leur banque commerciale. Les précisions avec Carmen Madji à Carpo. Lomé, la city de la finance africaine. Eh bien, le monde financier africain est résolument engagé à trouver des moyens sûrs pour financer l'économie. La titrisation, transformation des créances ou prêts en cours détenus par une banque ou une entreprise en titre, semble justement être un moyen efficace pour assurer de la liquidité dans les économies. Les grandes institutions financières le reconnaissent. À ce premier forum sur la titrisation, la Banque africaine de développement BOAD réitère son engagement à soutenir cette pratique financière. La matière est une matière extraordinairement passionnante. Alors, pour avoir travaillé sur ces marchés-là depuis un certain nombre d'années, notamment sur les opérations depuis 2008 en Lituanie, j'ai pu, à titre tout à fait personnel, expérimenter cette technique qui est la seule qui peut nous permettre de pouvoir décupler les forces du bilan des banques. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à consentir un volume important de financement, plus de 3 000 milliards de francs CFA sur le quinquennat, donc au moins un quart pour soutenir le développement du secteur privé. Le développement des marchés de capitaux est essentiel pour trouver une alternative à la dette privée classique des pays africains, selon la Société financière internationale SFI. Cette organisation du groupe de la Banque mondiale a déjà injecté environ 1,2 milliard de dollars dans ce système financier, notamment dans 15 pays. Dans la région UEMOA, le groupe de la Banque mondiale a identifié des pistes d'amélioration du cadre légal et réglementaire de la titrisation et travaille actuellement avec les autorités de régulation pour la mise en œuvre de ces réformes afin de maximiser le potentiel du marché, notamment en matière de financement des PME et PMI. La titrisation est donc source de liquidité. Pour Sani Yaya, ministre togolais de l'économie et des finances, elle permet d'accélérer l'innovation financière dans la zone économique et monétaire UEMOA. Cependant, il me semble que le potentiel de cette technique financière est loin d'être pleinement exploité dans notre zone. Je pense qu'un cadre juridique et réglementaire précis est important pour assurer la crédibilité de cet instrument et la confiance de tous les acteurs du marché. Je pense également que la qualité
des créances qui sont titrisées est un élément très important pour assurer la confiance à cet instrument. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et remercier les organisateurs pour cette initiative qui est parfaitement en ligne avec la thématique centrale du sommet de AFIS et dont l'objectif était de rechercher toutes les solutions innovantes pour assurer le financement des économies africaines dans un contexte marqué par les crises et les chocs multiples. C'est aussi l'ambition du gouvernement togolais d'assurer le financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Ceci s'est traduit dans ces actions et les réformes courageuses que le gouvernement togolais engage depuis quelques années. Le cadre réglementaire de titrisation de l'UEMOA fête ses 12 ans d'existence cette année. Même si le bilan reste un peu mitigé, il y a une lueur d'espoir qui se profile à l'horizon. Selon les différents rapports, un total de 12 opérations ont été réalisées pour un montant de 1,65 milliard 800 000 francs CFA depuis 2014. Et justement, le tout premier panel du Forum africain sur la titrisation a permis de dresser le bilan des 12 ans d'existence du cadre réglementaire de la titrisation de l'UEMOA. Les organisateurs et leurs partenaires ont tenté de sensibiliser encore une fois les participants sur la titrisation et le but est de promouvoir cet instrument alternatif de financement de l'économie. Nous retrouvons Carmen Madji à Capo. Plus de 120 acteurs du secteur financier planche ici sur la titrisation. Pendant plus d'une heure et demie d'horloge, le tout premier panel du Forum africain sur la titrisation a expliqué aux participants les avantages qu'offre ce mécanisme de financement. En général, vous avez besoin de financement, vous vous adressez à votre banque qui vous accorde un prêt. La titrisation est une autre technique qui permet d'obtenir le financement, mais pas à travers un crédit bancaire, mais par l'émission de titres. Et le taux d'intérêt, en principe, est censé être plus bas. Ces textes ont été adoptés en 2010. Les premières opérations ont commencé en 2014 et elles se multiplient, mais on considère qu'elles pourraient aller beaucoup plus vite et toucher un nombre d'entreprises et de banques beaucoup plus importantes. Ce potentiel de financement de l'économie est moins exploité cependant. Et pour cause, l'inefficacité du cadre réglementaire et la méconnaissance de la technique par les acteurs de la zone. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, AMF-UMOA, veille au grain pour réglementer le secteur et promouvoir la titrisation. Le cadre réglementaire aujourd'hui s'articule autour de 3 instruments. On a le règlement 0 de 2010 que le Conseil des ministres de l'Union a adopté en mars 2010 et on a 2 instructions de l'autorité des marchés. Une instruction qui fixe les conditions d'exercice des sociétés de gestion, notamment en matière capitalistique, en matière de gouvernance, en matière d'organisation et de mode opératoire, et une instruction qui fixe les conditions d'émission et de négociation des fonds communs de titrisation de créances. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, constitue un acteur clé dans le domaine de la titrisation dans l'espace communautaire UEMOA. 12 années déjà qu'elle organise des transactions qui portent sur le titre de créance. Nous avons pris le soin de promouvoir 2 instruments. En dehors de la titrisation, il y a eu la mise en place de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire et aussi l'émission d'obligations sécurisées. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs opérations qui ont été faites dans le cadre de la titrisation. On parle de plus de 1400 milliards de francs CFA levés. Mais la Caisse régionale de refinancement hypothécaire aussi, qui refinance les crédits bancaires, a fait plusieurs émissions sur notre marché et est devenu, dans une certaine mesure, un émetteur de référence. Malgré le fait que le marché de la titrisation ait mis du temps à se développer en Afrique, dans la zone UEMOA, il a du potentiel. L'écosystème comprend aujourd'hui 5 acteurs agréés.
L'actualité, c'est également ce débat à l'Assemblée nationale ce mercredi sur le secteur du textile et de l'habillement. Membres du gouvernement et députés, après plusieurs heures d'échanges, de débats parfois contradictoires, se sont finalement mis d'accord pour créer des conditions favorables au développement des industries textiles au Togo. Le texte qui a réuni les députés porte donc sur le statut de la zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement. Les précisions dans ce reportage de Dodo Waré. Face à la représentation nationale, 3 ministres. Ils sollicitent l'approbation du Parlement pour créer un cadre législatif qui attire les investisseurs dans la zone franche industrielle du textile et de l'habillement au Togo. Après avoir fouillé de fond en comble le projet de loi, les députés perçoivent les avantages qui peuvent en découler pour la population. Ce texte est un instrument important, surtout pour les jeunes. Parce que c'est vrai que ça permet de développer l'industrie du textile chez nous. Mais ce qui est visé, c'est surtout la création d'emplois. Même si les avantages sont perceptibles, les préoccupations n'en demeurent pas moins. Quel sort est réservé à notre fameuse usine textile de Dacha qui jadis faisait la fierté de nos mamans? Je voudrais savoir l'impact que cela aura sur les producteurs. Parce qu'il faut reconnaître que l'une des causes pour lesquelles la production du coton est en chute, c'est qu'elle est rentrée en concurrence avec d'autres productions agricoles où le paysan trouve qu'il gagne mieux. Au gouvernement de convaincre davantage. Il y a des emplois en jeu, le textile togolais à promouvoir et l'économie qui en sortira gagnante. Le gouvernement mise sur les grosses entreprises industrielles, mais pour que le Togo soit choisi parmi tant de pays qui convoitent les industries textiles, il faut que des dispositions soient prises. Nous sommes dans un marché concurrentiel et il s'agit d'aller prendre quelque chose que tout le monde veut prendre aussi. Et dans cette course, pour prendre quelque chose, donc pouvoir installer de l'investissement chez nous, créer des emplois pour nos enfants, nous devons aussi parfois perdre quelque chose. Que ce soit sur les avantages fiscaux que nous avons l'habitude de prendre, que ce soit sur les droits sociaux, les droits syndicaux, nous devons lâcher un peu le temps du travail. Parce que si nous ne le faisons pas, les autres qui le font prennent la chose que nous voulons prendre aussi. Donc il y a une sorte de sacrifice qui doit être fait d'une manière ou d'une autre pour nous donner de la compétitivité. Le test soumis au vote prend en compte les conditions d'éligibilité des entreprises au statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement, la sécurité sociale que les entreprises vont garantir aux travailleurs, les conditions de travail, entre autres. Des chapitres que les députés ont parcourus un à un avant de se mettre d'accord. La nécessité de renforcer l'attractivité de notre pays en offrant aux investisseurs un climat d'affaires attractif et compétitif dans un contexte africain où chaque pays essaie de tirer le drap de son côté. De ce fait, ce projet de loi pris de façon isolée est d'une utilité indéniable. Le groupe parlementaire UFC apportera son soutien à ce présent projet de loi, car il estime qu'il s'inscrit dans la vision de notre politique sociale d'offrir des opportunités d'emploi aux Togolais. Le texte met l'accent sur une filière spécifique qui fait notre fierté et qui constitue aujourd'hui un secteur attractif, convoité et concurrentiel. Monsieur le ministre, Madame la ministre, vos explications ont été, on ne peut plus pertinentes et ainsi donc, non seulement elles nous ont convaincus, mais aussi elles nous ont persuadés. Le test voté, le gouvernement promet de gagner le pari. Dans le but d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale, la création d'emplois et l'inclusion sociale, le secteur de l'industrie textile et de l'habillement s'est révélé être un secteur à fort potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée. Avec la loi que vous venez d'adopter, nous optons pour le développement d'une chaîne de valeur totalement intégrée, allant de la production, du coton, matière première de base, à la confection de vêtements.
C'est un pari que nous comptons gagner avec le soutien du secteur privé national et international, ainsi que des autres partenaires. La présidente de l'Assemblée nationale se réjouit des débats constructifs qui ont abouti à l'adoption de ce projet de loi. Chaque jour davantage, nos débats s'enrichissent de nos diversités, de nos expertises. Et je pense que c'est une très bonne dynamique et que nous puissions continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour toujours sortir des lois qui permettent une application effective et efficiente au niveau du gouvernement pour le bonheur de nos populations. Et pour le bien de la population, la représentation nationale demande au gouvernement de faire en sorte que les cahiers de charges qui seront fixés aux entreprises soient respectés. Et les apprenants de l'IFAD et Ilavagnon en fin de formation ont démarré depuis plusieurs semaines déjà le baccalauréat professionnel avec la présentation des projets. Et aujourd'hui, ces apprenants ont démarré donc la phase écrite pour boucler ce bac réparti en 2 phases. Donc, comment se déroule cet examen particulier? Le constat sur place avec Silver Abdou. Après la première phase le 17 octobre dernier qui a consisté à la présentation des projets professionnels avec des plans d'affaires, ces apprenants de l'IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement aquaculture de Lavagnon, entament ce 28 novembre une deuxième phase, la phase écrite du bac professionnel, un bac avec des objectifs beaucoup plus spécifiques. C'est une formation qui se veut vraiment très professionnalisante. Et donc, ceux qui passent l'examen aujourd'hui sont de vrais professionnels de l'aquaculture, puisqu'il s'agit aujourd'hui de l'option aquaculture, bac pro aquaculture. Et donc, ils ont été formés entre le campus et la ferme, et chacun des objectifs définis dans le référentiel a été vérifié. Et nous sommes aujourd'hui sûrs qu'ils ont acquis toutes les compétences, aussi bien théoriques que pratiques. Après leur baccalauréat professionnel, ce sont des professionnels aguerris qui vont être sur le terrain. Ce sont des professionnels aguerris qui vont venir enrichir le secteur de l'aquaculture au Togo pour permettre à notre pays de combler le gap en produits halieutiques. Ils sont en tout 113 apprenants. Ils ont été formés en situation professionnelle, ce qui leur a permis d'acquérir des compétences qu'il faut pour leur insertion. À cette phase écrite, ils vont donc composer dans des matières, dont les matières professionnelles. Il s'agit entre autres matières du diagnostic du secteur aquacole et qui permet à l'apprenant ou au futur professionnel de pouvoir s'installer pour faire des choix en tenant compte des erreurs et des opportunités. Il y a aussi le choix technique, en plus de la matière diagnostic du secteur, il y a la matière choix technique qui permet aux futurs professionnels de faire des choix de leur implantation en tenant compte des réalités géographiques de leur environnement dans lequel ils vont s'installer. C'est le lieu aujourd'hui de dire merci aux autorités de ce pays qui ont voulu introduire le bac professionnel dans le pays, qui va permettre à la jeunesse togolaise d'être formée sur la base de l'acquisition réelle de compétences. L'introduction de ce bac professionnel va donc permettre aux jeunes apprenants d'acquérir et de disposer d'une base réelle de compétences dans le secteur aquacole. Une manière de permettre au Togo de booster le secteur et combler davantage le déficit en produits halieutiques. La création de cet institut est une politique du chef de l'État pour mieux répondre à la question de l'insertion socio-professionnelle et surtout permettre à notre pays de dépendre moins de l'extérieur en poisson. Hors du Togo, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert ce mercredi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les faits remontent au 13 mars 2016 et 22 personnes, dont 3 militaires, ont perdu la vie. À l'époque, l'attentat avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts en 2016, s'ouvre mercredi à Abidjan. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam, puis pris d'assaut plusieurs hôtels et restaurants, tirant sur des clients en terrasse avant d'être neutralisés par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts et 33 blessés.
Il y a une semaine, Richard Adou, le procureur de la République ivoirienne, a précisé que la procédure judiciaire ouverte à la suite de l'attentat a abouti au renvoi de 18 accusés devant le tribunal criminel pour répondre de plusieurs chefs d'accusation dont actes terroristes, tentatives d'assassinat, recel et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Seulement 4 des accusés devraient être présents au procès, les autres étant soit en fuite, soit détenus à l'étranger. En raison de la présence de 4 victimes françaises, parallèlement à l'enquête ivoirienne, la France avait ouvert une procédure judiciaire en 2018. Vous aimez le pain ou plutôt la baguette? Eh bien, sachez qu'elle est née en France au début du XXe siècle et est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et ceci pour le grand bonheur des Français. Regardez. À Paris, comme partout en France, elle trône fièrement dans les boulangeries. La célèbre baguette vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une consécration pour ce produit traditionnel apparu au début du XXe siècle et aujourd'hui au cœur de la vie quotidienne des Français. Pour le petit déjeuner, le sandwich du midi ou pour accompagner les repas. Dans les rues de Paris, les badauds se réjouissent de cette reconnaissance pour la baguette. Le patrimoine français, l'art culinaire français, ça doit être relevé, quoi. En tout cas, encouragé. Et puis c'est bien pour nous. À l'échelle de la France, ça représente vraiment un symbole et une tradition française. D'aller à la boulangerie le matin, de prendre du pain. Et on ne résiste pas à une bonne baguette bien chaude. Chaque année, plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils. Une recette à base de farine, d'eau, de sel et de levure, à laquelle s'ajoute la touche de l'artisan. Ça, c'est la farine de tradition. Elle est un peu plus crème que l'autre. Je pense qu'il y a un certain savoir-faire que les autres pays n'ont pas. On a des bonnes farines aussi. Maintenant, les meuniers sont capables de nous faire des farines vraiment très, très bien, quoi. Il y a notamment tout ce qui est baguette de tradition où il n'y a pas de produits dedans ajoutés, donc c'est que de la farine. Et, nos anciens nous ont transmis leur savoir-faire, donc on essaie de le perpétuer. Cette reconnaissance pour la baguette intervient alors que les artisans boulangers sont de moins en moins nombreux, menacés par l'industrialisation. La France compte aujourd'hui 35 000 boulangeries, soit 20 000 de moins qu'en 1970. Et de quoi vous donner envie de déguster une bonne baguette demain au petit déjeuner. Et voilà, ainsi c'est refaire cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.